Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à la Viso et à une Viséenne qui a organisé un très bon travail de compilation. Je vais dire avant tout bonjour à Josette Guigui. Bonjour Josette. Bonjour Monique. Alors, Josette, je suis très contente de te donner la parole pour Mémoire d'exil, qui est en fait une compilation de 50 témoignages de Viséennes, mais pas que. Voilà. Il y a quand même plusieurs messieurs et ils comptent en nombre. Il y a un très beau message en ouverture de Diana Paola Lévy, qui est la présidente nationale Viso France. Une introduction dont tu vas parler, faite par Josette Guigui, une préface d'Aldo Naori, pédiatre, et une présentation de Stéphane Amar, journaliste. Alors, ce livre, tu vas déjà nous le présenter, comme tu l'as présenté dans ton introduction. Alors, ce livre, eh bien, c'est évidemment un livre qui s'inscrit dans les projets de la Viso, puisque la Viso a quand même plusieurs pôles dans ses activités, dont un pôle culturel. Et dans ce pôle culturel, il y a un atelier d'écriture et un comité de lecture qui existe donc dans les nombreuses sections de Viso France et francophone. Et le projet de ce livre est né à partir d'un exercice en atelier d'écriture à la section de Viso Saint-Cloud, et c'est la vice-présidente de Viso France, Dominique Leval, qui, à la suite d'un témoignage autobiographique donc, au cours de cet atelier d'écriture, a eu l'idée de ce projet. Et elle a d'ailleurs dit, tout simplement, nous vous proposons un nouveau projet fédérateur autour du sujet du départ des Juifs des pays arabes et les années 1900, rattrapé au vol ce projet parce que je l'ai trouvé très intéressant et j'ai décidé de m'investir donc aux côtés de Dominique Leval avec le concours de Béatrice Cohen qui est aussi vice-présidente de Viso France et bien entendu sous les auspices de notre présidente nationale Diana Paola Lévy. Voilà pour la naissance. Josette. Alors Josette, il est vrai qu'il y a donc 5 parties puisqu'il y a les 5 pays, c'est-à-dire l'Algérie, qui est vraiment en nombre. J'étais étonnée du nombre de témoignages des Viséennes et Viséens, en fait, parce qu'il y en a quelques-uns d'Algérie, il y en a pas mal. Puis après, il y a le Maroc, qui est important également. Ensuite, il y a l'Égypte, avec très peu de témoignages. Il y a la Tunisie, qui est en force aussi. Il y a le Liban, d'accord ? Et on va commencer avec l'Algérie. J'aimerais rappeler cette phrase de Camus qui écrit à son ami Claude de Fréminville en 1932 « Je ne pourrai pas vivre en dehors d'Alger, jamais. Je voyagerai car je veux connaître le monde, mais j'en ai la conviction, je serai toujours en exil. » Je trouve cette phrase magnifique. Et dans les 27 témoignages, si tu permets, Josette, il y en a un qui m'a beaucoup émue. Il y en a plusieurs qui sont très touchants, mais j'ai été très touchée par celui d'Albert Guigui, ton mari, qui peut-être, Monsieur Guigui, si vous n'êtes pas loin, j'aimerais tellement vous donner la parole. Bonjour. J'avoue avoir été très touchée par votre témoignage et je souhaiterais que vous ne le résumiez en quelques phrases. Oui, je vais essayer. Écoutez, d'abord, je voudrais juste une chose qui vient de me venir à l'esprit, et je ne sais pas pourquoi, pas plus tôt, quand on dit d'exil des pays arabes, je voudrais quand même faire remarquer que sur l'ensemble des pays dont il est question, l'Algérie n'était pas un pays arabe. Exact. Voilà, puisqu'il s'agissait de 3 départements français, contrairement à tous les autres pays dont il est question. Mais les Arabes, la politique, c'est les événements qui nous ont obligés à quitter ce pays.
Voilà, ce que je peux dire, c'est que nous vivions en Algérie, mais alors merveilleusement bien. Je voudrais, Monsieur Guigui, si vous permettez, je voudrais que vous rappeliez surtout un événement tragique qui a touché votre famille le 20 juin 1957. Et vous avez un jeune couple qui, le 20 juin 1957, bien sûr, qui reste dans ma mémoire d'une façon. Eh bien, écoutez, c'est tout simplement, voilà, j'avais 14 ans. Et j'étais, comme j'étais en longue maladie, je dirais, puisque pendant plusieurs mois, j'avais gardé le lit. Et puis voilà que dans l'après-midi, le téléphone sonne. Je m'incline devant votre émotion, Monsieur Guigui. Le téléphone sonne et on me dit « Passe-moi ta maman ». Et avant de lui passer, bon, allez. Je me suis mis à pleurer. J'avais compris et voilà. Et mon père venait de subir un attentat dans sa bijouterie à la rue de la Lyre. Et donc, bien entendu, ça n'efface pas la peine, le chagrin, la douleur. Mais imaginez-vous que mon père, qui était très prévoyant, voulait prendre une assurance auto, et c'est une assurance sur la vie. Et que s'est-il passé? L'assureur passé, il avait rendez-vous ce jour-là. Il est passé, Monsieur Guigui, je n'arrive pas à me garer, je me gare et j'arrive. Sur le temps que l'assureur se gare sa voiture et sur le chemin du magasin, des coups de feu, voilà. Et c'était trop tard. Monsieur Guigui, vous savez ce que dit la tradition juive, de parler de votre père ainsi lui permet de s'élever dans les cieux. Merci Albert Guigui pour votre témoignage. Excusez-moi, mais l'émotion est trop forte. Je pensais pouvoir me contrôler, mais c'est très difficile. Non, mais je m'incline encore une fois devant votre émotion. Merci, Monsieur Guigui. Nous allons poursuivre avec Josette Guigui, car je dois dire que dans ces 50 témoignages, chacun d'entre eux devrait être cité. Mais vous comprendrez qu'il y en a 27 pour l'Algérie, il y en a 17 pour la Tunisie, il y en a autant pour le Maroc, 5 pour l'Égypte, 1 pour le Liban. Donc, je vais être obligée de faire des choix, des coupes, mais d'ores et déjà, je m'excuse devant toutes les viséennes et les acolytes viséens, car je ne pourrai pas rentrer dans le détail de chacun. Alors, on va peut-être prendre celui d'Annie Dahan, Amika, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la plupart des Juifs d'Algérie ont rejoint, grosso modo, Marseille, ou Toulouse ou Lyon. Marseille a été un gros pôle, et quand je dis Marseille, c'est Marseille, Aix-en-Provence également. Alors, Josette, qu'est-ce que vous pourriez nous dire avec ces souvenirs ambigus, en fait, dans la page 24 d'Annie Dahan? Il y a quelque chose qui m'a interpellée. On pourra d'ailleurs peut-être un jour lui poser la question, en tout cas, toi, tu pourras peut-être la lui poser. Voilà, elle dit que pour Simchat Torah… Moi, j'aurais, enfin, ça ne vous ennuie pas, plutôt que de reprendre des textes. Tu préfères nous faire un résumé de témoignages? D'analyser en fait chaque chose. Non, j'avais extrait plutôt des thèmes avec parfois une citation, enfin un passage d'un des récits. Mais bien sûr, alors par exemple, quel est le thème que tu aimerais aborder là? J'ai classé les thèmes. J'ai d'abord commencé par l'évocation du passé, c'est-à-dire la vie heureuse qu'il y avait dans ces pays avant les drames qui ont conduit au départ. Et il y avait deux souvenirs qui m'avaient frappé. C'est dans le texte de Jeanne Maugery, quand elle évoque les traditions et la religion. Par exemple, à la page 112, elle rappelle la fabrication de la Massa Shmura, quand elle dit puisque je me remémore la fête de Pessah. Est-ce que vous souhaitez que je lise le passage? Bien sûr, bien sûr. Voilà.
Alors, puisque je me remémore la fête de Pessah, je revois mes oncles chantant en faisant cuire la massa chamoura dans ces grandes cheminées à l'aide de longues pelles. C'était une tradition instaurée dans la famille Ankawa que celle de fabriquer cette massa chamoura et de la distribuer à de nombreuses familles juives de Batna. C'était notre mission à nous les enfants, puis c'était le ramassage du Hametz. Donc voilà, là, elle évoque un moment qui était vraiment la tradition, la religion et au moment où tout était heureux. Il y a aussi dans Alors le texte… attends, Josette, j'ai été étonnée parce que juste après, il y a une photo de la grand-mère parce que cette dame, cette Viséenne, est une descendante du grand rabbin Ankawa de Tlemcen. Et en fait, la Matzah Shmura s'appelait à l'époque les feuilles de Trida. Hein? Et c'est magnifique de voir ça parce que… Non, les feuilles de Trida, c'était la crêpe que l'on faisait. Ah, pour la mimouna, la moufletta, c'est la moufletta. D'accord, ok, d'accord. Alors, après, quel est le thème que tu voudrais aborder? Eh bien, toujours dans la tradition, mais alors dans une autre forme, avec beaucoup de nostalgie, j'avais noté aussi dans le texte sur l'Égypte. Oui. Le texte de Claude Amar. Oui. Qui évoquait son Égypte natale. L'étape de la vie de mon jeu pesé, que j'ai vu, Peter Pan sous les mers, mon émerveillement lors de la visite des pyramides. Donc tout cela, c'était déjà la première étape que l'on peut retrouver dans tous les textes. Mais bien sûr, il fallait faire, je ne dirais pas des choix. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'en préambule, je te disais, on pourrait prendre, mais vraiment chaque témoignage. Hein? Alors, tout à fait. Alors, ce qui m'a quand même beaucoup ému, c'est cette évocation du départ, d'accord? Voilà. Parce que vraiment, c'était extrêmement important en Algérie de bien préciser, c'était soit le train, soit le bateau, avec toutes les craintes que ça pouvait générer. Oui, évidemment, que ce soit dans tous les pays qui sont évoqués, on a eu l'évocation du départ avec quand même l'attente que ce soit en bateau ou en avion, les attentes dans les aéroports ou dans les ports, l'angoisse de ne pas pouvoir partir et un départ qui était dans certains pays comme la Tunisie, le Maroc ou l'Égypte réglementé puisqu'on n'avait pas le droit à plus de bagages. Pour l'Algérie, d'accord, il y avait la possibilité d'avoir des bagages, mais ils ne sont parfois jamais arrivés. Enfin, il y avait donc des drames, bien sûr, de départ, des enfants qui se sont retrouvés tout seuls. Il y a un témoignage où la narratrice raconte comment elle a été séparée de ses frères et sœurs, comment après ils ont pu être tous, ils se sont retrouvés à Strasbourg grâce justement à la Viso et à la communauté de Strasbourg. Donc, le départ, bien sûr, a été toujours très douloureux, très difficile, très dangereux parfois, effectivement. Mais ce départ a été provoqué aussi par l'horreur de la situation. Tout à fait. Par exemple, Michel Guigui qui raconte l'histoire de son mari, raconte à la page 84 comment l'horreur s'est produite. Bon, vous avez entendu tout à l'heure, on parle, elle, de son mari aussi, et elle dit « Sa famille habitait dans un bel immeuble haussmannien comme en possède la ville oranaise, elle, c'était Oran. Ce jour-là, René, enfant, se trouvait seul sur le balcon de leur appartement au 3e étage. Soudain, une fusillade éclata. Il ne sait dire d'où vinrent les balles, dont plusieurs firent voler en éclats la ferronnerie du balcon dans un bruit assourdissant. Une d'entre elles traversa même une porte-fenêtre pour se loger dans le matelas de la chambre parentale. Pendant ce temps, René, pétrifié, demeurait recroquevillé derrière une persienne. Il entendait sa mère et sa grand-mère, ses tantes, hurler. Elle s'acharnait, ne parvenant pas dans l'affolement à ouvrir la porte-fenêtre de la salle à manger. Donc, dans chaque texte, il y a un épisode, soit l'horreur de la guerre, comme pour l'Algérie, soit parfois un événement, comme vous l'avez vu dans mon récit, un événement qui choque et qui laisse présager des événements beaucoup plus tragiques. Donc, chaque fois, on a eu un récit court, puisque nous avions quand même, puisque
je n'ai pas parlé de la façon dont nous avons travaillé, mais nous avions fixé quand même aussi bien des limites dans le temps que dans l'espace. Hein. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas dépasser les 5 pages. Tout à fait. Mais alors, Josette, dans cette manière de travailler, ce qui m'a un petit peu interpellée, alors que la Viso est très présente en Israël, il y a une seule Viséenne qui s'est retrouvée à Tel Aviv dans les témoignages. Est-ce à dire qu'il y a un deuxième numéro, une suite de ce livre qui va être faite? Et nous avons d'ailleurs eu 51 récits et les 51 récits ont été retenus, hein, c'est-à-dire que nous n'en avons pas rejeté. Et il y a eu effectivement surtout l'exil vers la France, mais très peu vers Israël. Il y a eu simplement le récit de Madame, un trou, le nom m'échappe, la dame qui a fait plusieurs Madeleine Laïc. Madeleine Laïc. Voilà. Elle est partie d'Égypte, puis en Israël, puis d'Israël en Tunisie, puis de Tunisie à Monaco. Tout à fait. Elle, effectivement, c'était un récit assez spectaculaire. Voilà. Il y en a une quand même qui a abouti à Los Angeles. Oui, effectivement, aussi. Hein? Aussi, voilà. Et voilà. Il y en a une qui dit d'ailleurs, par contre, qui est actuellement, je crois, ou je ne sais pas si elle est toujours à Marseille, Patricia Vidal, qui dit que Israël maintenant lui fait les yeux doux. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, je crois qu'elle n'est pas la seule. Oui, absolument. Parmi les personnes qui sont là et qui ont témoigné, beaucoup ont finalement une vie parallèle en Israël aussi. Hein. Comme on dit en hébreu, Hatsi, moitié-moitié. Ouais. Alors, on a, Josette, on a l'habitude de dire que la violence… Voilà. On a l'habitude de dire, je m'excuse auprès des auditeurs, mais la connexion n'est pas toujours très bonne, ce qui fait que parfois le son est un petit peu assuré. Mais je voudrais rappeler à Josette qu'on a habituellement… on a l'habitude de dire que la violence était surtout en Algérie, que les Juifs ont quitté l'Algérie après la période d'attentats et autres. Mais si je m'appuie sur le témoignage de Marlène Safar Memoun, elle, carrément, la fête de son mariage a été supprimée parce qu'il y avait déjà de la violence à Tunis même et qu'ils ont eu le droit de rentrer à la grande synagogue, mais par la petite porte. Tout à fait, tout à fait. Et c'est quand même impressionnant. Tout à fait. Il y a eu, bien sûr, la violence de la guerre, mais il y a eu des violences et des pressions qui ont été faites, évidemment, et en tant que juif aussi. Donc, je crois que si les gens ont été poussés à l'exil, ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu quelques mouvements nationalistes dans ces pays-là, mais c'est parce que, bien entendu, ils ont été victimes de violences physiques, morales, spirituelles. Il y a quand même eu cette violence qui les a amenés, qui les a conduits à l'exil. Et cet exil qui a entraîné une nouvelle douleur aussi en arrivant, parce que le thème récurrent que l'on retrouve dans les textes, c'est le mépris de ceux qui nous ont accueillis, hein, notamment, vous avez dû le remarquer, dans la scolarité, puisqu'on avait l'impression qu'en arrivant d'Afrique du Nord ou d'Égypte, on était complètement ignare, alors qu'il s'est avéré par la suite que nous avions un niveau supérieur même aux élèves d'ici, puisque nos professeurs… Et le problème de l'accent. Le problème de l'accent qui est souvent mis en exergue. Alors, dans la plupart des témoignages, il y a également des odeurs. Et il y a un témoignage d'Égypte, c'est Jo Cohen-Saban. Quand on parle aux Juifs originaires d'Égypte de Gros Pi, le pâtissier, mais on nous dit, mais si vous n'avez pas mangé un gâteau de chez Gros Pi, vous ne connaissez rien en pâtisserie. Et j'ai trouvé toutes ces odeurs récurrentes, aussi bien en Égypte, au Maroc, en Algérie, on en parle aussi, en Tunisie. Avec ça, bon, je pense que étant limité par le temps, certains n'ont pas fait appel au parfum de chez Paparon ou de chez Bébert. Mais il y a d'autres témoignages également. Par exemple,
il n'y a pas eu aussi que les villes importantes au soleil, mais certaines familles se sont retrouvées dans la grisaille du Havre, par exemple. Je fais appel à Bernard Boccolza. Hein? Tout à fait, la famille Boccolza, bien sûr. Qui était originaire de Gabès, dans le sud tunisien. J'espère que la connexion ne va pas nous jouer de mauvais tours encore. Est-ce que vous m'entendez, Josette Guigui? Bien. Alors, il y a aussi la vie à Paris, l'arrivée pour les étudiants. Et vous avez, dans la compilation, il y a un texte de Gérard Samama, Sousse, Paris, Guy Patin. Or, pour nous qui avons fait nos études à Paris, Guy Patin était le refuge des étudiants majoritairement juifs tunisiens, mais pas que, il y avait aussi des familles ashkénazes, enfin, que c'était réservé aux garçons. Hein. Et Josette, je vous ai perdu, je ne vous entends plus. Je vais poursuivre en attendant que Josette se connecte. Il y a un texte de Marilyn Ayoun-Uzan qui n'est autre que la fille du violoniste Clément Ayoun, qui a été le violoniste de ce que l'on appelle les 5 chanteurs, c'est-à-dire Dohab, Raoul Journo en Tunisie, Kahlaoui, et tout le monde connaissait Clément Ayoun. Josette, est-ce que je t'ai perdue? Coucou Josette. Tout à fait. Alors, nous allons poursuivre et après ce rappel du témoignage de Marilyn Ayoun-Uzan, qui rappelle également son père violoniste des 5 chanteurs, très connus en Tunisie, j'aime bien de temps en temps rappeler les Pirkei Avot. Et dans les Pirkei Avot, on dit « Si tu ne penses pas à toi, qui d'autre va le faire ?» Alors, Josette Guigui, je vais te demander de nous parler de ton propre témoignage. Alors, mon propre témoignage, eh bien, il me tient beaucoup à cœur. Je l'avais déjà écrit pour moi-même parce que je voulais que mes enfants sachent un peu ce qui s'était passé, comment nous avions eu notre vie transformée. Et en l'écrivant, je tenais surtout à rendre hommage à mes parents. Parce que finalement, ils ont traversé une vie très difficile. Bon, mon père, comme on le sait, a eu d'abord la fuite de Marseille vers Tunis parce que justement, il était dans le quartier de l'Opéra et que il a pu échapper à la rafle de l'Opéra. Et ensuite, quand nous sommes partis, il est évident qu'arrivé à Marseille, où il pensait trouver quelque chose qu'il avait programmé, eh bien, tout s'est effondré à cause de la méchanceté humaine, disons, ou en tout cas de la malignité humaine. Et il a fallu donc reconstruire une vie, et nous l'avons fait. Je dis nous parce que la cellule, nous étions, mes parents et mes 3 sœurs, mes deux sœurs, pardon, Colette et Monique, nous avons tous vécu dans une cellule familiale très soudée. Et nous avons tout fait pour réussir. Comme beaucoup d'ailleurs le signalent dans leur récit, il fallait réussir. Et je voudrais rappeler cette petite scène que je cite à la page 243. Une scène me revient à l'esprit. Nous étions assises sur un banc de la Canebière, mes sœurs, maman et moi. Tout à coup, maman nous dit « Maintenant, votre vie est ici. Vous devez oublier le passé, le bien-être, le bonheur de là-bas. Vous ne devez rien regretter. Vous affrontez une nouvelle vie dans une ville qui devient la vôtre. Votre but, bien travailler, être les meilleurs et réussir sans regarder vers le passé et sans aucun regret. » C'est ce que nous avons fait. Et grâce à eux, nous avons réussi. Malheureusement, ils ont disparu trop tôt pour voir notre pleine réussite. Mais je crois que la leçon de courage qu'ils nous ont donnée et ce qui ressort aussi de tous ces textes, c'est la leçon de courage des parents vis-à-vis de leurs enfants, puisque les personnes qui racontent étaient pour la plupart
soit adolescents, soit jeunes enfants, soit même jeunes mariés, mais enfin des jeunes personnes, et leur vie a été une réussite. D'ailleurs, une amie m'a dit, et c'est une personne qui a témoigné, c'est Renée Dreven-Soussan, mais maintenant il faudrait faire un autre livre pour montrer comment tous ces exilés qui finalement ont souffert, mais comment ils ont tous réussi en acceptant l'intégration, l'effort, et en conservant la tradition, l'identité, tout en s'intégrant d'ailleurs dans la vie de la cité. Et puisque vous avez évoqué le cas de mon mari, mon mari, malgré donc tout ce qu'il a enduré, a été un élu de la République, un élu communautaire, et il y a d'ailleurs un livre qui raconte son histoire, qui est écrit par notre amie Liliane Messica et qui s'appelle « Le pied noir à la cocarde », ce qui veut dire beaucoup de choses. Un jour, Blinéder, on lui donnera la parole. Mais ce que je voulais dire, Josette Guigui, c'est que toutes les Viséennes et Viséens font un hommage à leurs parents, d'accord? Et je trouve ça magnifique, ok? Mais cela dit, tu termines quand même ton témoignage en rappelant, comme papa l'avait annoncé, nous ne sommes jamais retournés à Tunis. Mais Tunis vit en moi, à travers des expressions, des traditions, des plats typiques et les plaisanteries habituelles de mes amis sur les Tunisiens, bien sûr. Hein? Merci, Josette Guigui. Je rappelle Mémoire d'exil, 50 Viséennes et leurs amis racontent, édité par la Viso. Uniquement sur le site de Viso France ou alors en contactant les personnes qui sont responsables de la Viso, et on peut m'appeler sans problème. Vous pourrez même, je ne sais pas si ça se fait, mais donner mon numéro de téléphone. Alors Josette, veux-tu le donner? Oui, alors on peut m'appeler au 06 11 64 19 63 ou par mail à sud@viso.fr. Je voudrais préciser aussi, si vous permettez, Monique, bien que sûr. ce livre est édité grâce à des sponsors et que les bénéfices vont intégralement à la crèche de Beersheva en Israël, qui a besoin d'être à la fois sécurisée, c'est-à-dire construction d'un abri, et rénovée, puisque les locaux commencent bien sûr à être vétustes. Et c'est pour ça que ce livre s'inscrit dans ce triptyque mémoire, transmission et solidarité. Alors, que tout le monde se lève d'un seul bond. Merci Josette Guigui. Au revoir, merci à vous. Au revoir. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.